Alors passons à la partie économie à présent, avec une question de Marc Laure, qui est un patriote éclairé, qui vous demande: cela fait maintenant quelques mois que Syriza est aux manettes en Grèce, pouvez-vous faire un premier bilan de leurs actions et un rapprochement avec la Russie est-il possible? Alors, moi, on a pu me reprocher une certaine bienveillance à l'égard de Tsipras, qui est vrai, qui était surtout une bienveillance à l'égard de Varoufakis, sincèrement. Ensuite, le bilan, Syriza pratique une théorie, c'est simple. Soit on attendait d'eux qui retournent la table, si c'est le cas, c'est une reddition. Soit ils essayent d'avoir un jeu peut-être un peu plus malin que la reddition simple, que, la, que, la, que de renverser la table sans avoir d'alliés. Il y a plusieurs problèmes à prendre en compte pour faire le bilan de Tsipras. Premièrement, Tsipras, c'est une coalition. Une coalition de différents partis d'extrême gauche, auxquels se sont adjoints les Grecs indépendants. Que les Grecs indépendants ne soient toujours pas partis me fait dire qu'il y a peut-être encore un espoir. Ensuite, est-ce que c'est de la reddition pure et simple? J'en suis pas certain, parce qu'il essaye de renvoyer la balle périodiquement à l'Allemagne, qui est la grande responsable de ce qui se passe en Grèce. Stiglitz a dit que c'était pire qu'une guerre. On est quand même dans des taux de contraction de 40% PIB, ok, c'est l'équivalent de la Grande Dépression. D'accord, aux États-Unis. Il faut bien comprendre ça. Stiglitz a dit que c'était une guerre, il a raison. Il a raison. Pourtant, Stiglitz, on n'est quand même pas dans la malpensance affirmée. Or, il n'est pas sorti de l'euro, oui. Oui, c'est passé, oui, c'est vrai. Et il est en train de céder à l'eurocratie. Bah, il est allé voir Poutine, preuve que non. Pour connaître un peu l'eurocratie, Poutine, c'est le diable qui s'habille en chapka. Donc, vous allez serrer la main du diable, en plus en lui proposant un partenariat énergétique alors que l'Union Européenne a flingué son stream. Et après, elle s'imagine des tas de trucs sur des tracés de pipeline, mais qui sont des tracés de clients. Or, les tracés d'énergie, c'est jamais les clients qui les dictent, c'est les exportateurs. Toujours. Donc, l'Europe de l'énergie, c'est du flanc et ce sera du flanc. Ou alors ce sera l'Europe du sous-traitance du gaz de schiste américain. Point barre. Le grand souci qui se pose, c'est que Tsipras il est face à une opinion publique qui ne veut pas sortir de l'euro par peur. Et par le fait que personne ne veut se voir reprocher à titre historique de tuer le mythe européen. Moi, à titre personnel, c'est pas ça qui m'empêcherait de dormir. Mais bon, ils veulent pas. Donc, que fait Tsipras? Tsipras fait à la fois une politique incertaine. Vous savez, pendant un moment, on a cru que Varou allait démissionner. Il y a des tas de rumeurs que, je pense, Tsipras a lancé lui-même pour rendre sa gouvernance floue. Pourquoi? Parce que l'incertitude est la grande peur de nos maîtres. C'est pas des politiques, c'est des technogestionnaires. Ils comprennent pas grand-chose et ils ont peur de ce qu'ils comprennent pas. Donc ils veulent un monde de certitude. Premièrement, il y a un aspect stratégique chez Tsipras. Deuxièmement, oui, il a privatisé le port du Pirée, il a fait différentes reculades, c'est vrai. Mais par exemple, il est allé voir Poutine. Ce qui est franchement dans l'état de russophobie radioactive des institutions communautaires, peut-être pas le bon plan. Il s'est même fait insulter lors d'un voyage à Lisbonne par Manuel. Ah. Je sais pas ce que est le Cordito. Cordito, je crois que ça veut dire idiot du village dans une des langues latines, je ne me rappelle plus laquelle. Je vois pas ce que El Cordito est allé dire au Portugal contre les Grecs, comme l'a très bien dit Jacques Sapir.
Manuel Valls est allemand. Ça vous rappelle quelque chose? Or, il faut être très clair, ce ne sont... comment dire? Pour le calvaire, parce que ça doit être un calvaire à gérer de Tsipras, doit être formateur pour nous. Le monstre doit mourir. L'Union européenne est une idée du 19e siècle. C'était une sorte c'était une sorte d'illumination qui était dans certains esprits, comme Victor Hugo, comme d'autres, mais qui ne voyaient pas la disparition de leur nation comme ça. Je vous rappelle que pour Victor Hugo, je crois que le siège de l'Europe c'était Paris, pas déconner. C'est une idée qui est morte. Plus personne ne mourra. D'ailleurs, quand vous voyez que les seuls hommes qui sont morts pour l'Europe, c'est des hommes qui avaient trahi leur pays, tous. N'oubliez jamais que la collaboration avec l'ennemi nazi s'ancre autour de l'idée d'Europe. N'oubliez jamais ça. Donc si vous voulez, personne ne mourra pour l'Europe, c'est un mythe mort. Tsipras n'a pas le courage, certainement. Il espère que l'Allemagne sera obligée de porter la responsabilité en l'éjectant. Et c'est là où il fait une erreur. Il fait une erreur qui s'additionne à des erreurs de gouvernement pour le peu de souveraineté qui lui reste, mais qui sont des erreurs idéologiques dues à la structure de Syriza, la structure donc de coalition. Par exemple, il fait une politique de l'immigration complètement folle, qui risque à terme de réveiller les ligues d'autodéfense grecques, dont la plus connue et la plus idéologisée et pourtant la plus petite est Aube dorée. Ça date du temps des colonels. En 67, le coup d'état des colonels. Coup d'état facilité par l'OTAN. Et donc il y a des ligues de citoyens, des ligues d'autodéfense. Mais la plupart sont saines, hein. Elles ne sont pas tous du niveau des mongoloïdes d'Aube dorée, quoi. La plupart sont saines, c'est juste des gens qui veulent éviter que le désordre, c'est tout. Ils sont beaucoup moins idéologisés que ça. Donc ça, c'est un risque pour Tsipras. D'autres risques, mais il veut maintenir l'unité de sa coalition en attendant d'être prêt à la sortie, parce qu'il sait de toute façon, s'il ne sort pas à terme, il est mort. Il va suivre le PASOK. Et aussi, il est parti d'une erreur d'analyse, Tsipras, qui se sent dans les écrits de Varoufakis. Que Varoufakis soit un génie, c'est indiscutable. Quand on lit son ouvrage récemment traduit en France, Le Minotaure planétaire, paru aux éditions Enquête et Perspective, on se rend compte d'un esprit pénétrant. Et drôle, très, très drôle. Brillant. Par contre, il pense il a fait l'erreur d'analyse que beaucoup ont fait, que l'euro était une alternative au dollar. Et ça sert à rien d'insulter les gens en disant « Ah, ils y croient les crétins ». La Chine y croit encore. Enfin, la Chine fait mine d'y croire. Mais Poutine y a cru pendant longtemps à ces bêtises. Poutine y a cru pendant longtemps. La Chine a fait mine d'y croire, mais en réalité, la Chine veut le maintien de l'euro pour pouvoir s'acheter ce qu'il y avait en Europe. C'est tout. C'est une zone de libre-échange désarmée. Et il y a bon. Puis excusez-moi. Ça vous rappelle rien, cette petite image du partage de l'Afrique par les puissances occidentales? L'image du gâteau? La Chine a failli vivre la même chose pendant la guerre de l'opium. Donc, bonne guerre. Hein. Bonne guerre. Donc, si vous voulez, il n'a pas le courage, aussi par problème d'analyse. C'est qu'il pense que l'euro, ce qui n'a jamais été le cas. Ça se voit dans les écrits de Varoufakis, vu qu'en tout cas, dans son livre, il ne parle pas des accords de Neyborg. En tout cas, ça ne m'a pas frappé à la lecture. Contrairement à quelqu'un comme Norman Palma. Voilà. Qui a été l'un des premiers en France à démonter ce mythe-là.
Il n'y a jamais eu d'alternative au dollar. L'euro n'a jamais été fait pour ça. Les Américains ont encouragé sa création. Je pense l'avoir démontré dans mon modeste travail sur 73, mais celui qui l'a fait de manière exhaustive, c'est Palma. Voilà. Cette erreur-là, à mon avis, a coûté très cher à quelqu'un comme Varoufakis, je pense. Cette erreur d'analyse, vous pensez qu'il l'a fait toujours ou qu'il en est revenu? Très difficile à dire. Vous savez, très difficile à dire parce que Tsipras doit être prudent. Même si vous voulez, ayez tous dans vos favoris un blog qui est le blog de mon ami Jean-Claude Verbroek. Les crises des années 2010. Vous allez voir que la sortie de l'euro est nécessaire. Mais par contre, c'est très simple. Vous êtes sur un bateau, vous vous êtes volontairement laissé emporter dans une mer démontée et dangereuse. Au lieu de garder, et vous n'avez plus de système de commande de votre bateau. Vous venez de récupérer la barre, manque de peau, vous avez la mer démontée avec des grandes vagues en face de vous, ou vous gardez le pilote automatique bruxellois et vous allez direct sur les rochers. Donc vous avez le choix entre une mort certaine et quelque chose de physique. Et ça demande un sens du kéros, un sens du bon moment. Un sens du moment où l'action doit être faite. Le kéros, c'est dans la pensée grecque le moment où il faut agir. Ça demande ça. Deuxièmement, ça demande une conscience du tempo des réformes. C'est-à-dire que la Grèce, une fois que vous sortez de l'euro, vous avez encore du travail pour se remettre de ce que l'euro et l'Europe vous ont fait. Parce que, si vous voulez, à la fin, ça se terminera comme l'Union soviétique. Il faudra quasiment faire des programmes pour effacer ce qu'ils vous ont fait. Et le problème, c'est que le tempo du temps politique et du temps économique après la sortie de l'euro va pas nécessairement correspondre. C'est pour ça qu'il ne faut pas être, à mon avis, si dur avec Tsipras. Est-ce qu'il a les hommes? Voilà. Parce que, pardonnez-moi de vous dire ça, mais quand vous tuez l'euro, c'est pas le sympathique Juncker que vous avez en face de vous. C'est même pas à la Reichschancelière. C'est l'ambassade américaine que vous avez en face de vous. Et c'est l'ensemble de la finance mondiale qui ne veut pas que vous mettiez en danger son bébé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un tel décrochage entre les économies réelles et financières que la situation de l'économie réelle qui s'effondre partout, maintenant même en Chine. Enfin, en Chine ça ne s'effondre pas, mais c'est pas bien, c'est mauvais quoi. Il y a un tel découplage qu'on va connaître peut-être une petite phase de croissance. La plupart des observateurs sérieux le pensent. Qui va stabiliser les fronts. Les marchés feront en sorte, tant qu'ils en auront la force, et quand ils n'en auront plus la force, ce sera l'effondrement terminal. L'effondrement terminal, ça va être autre chose. Tant que les marchés en auront la force, ils maintiendront l'euro. Ce qui veut dire que la mort de l'euro doit être un acte politique. Ça veut dire qu'il faut se mettre sur la table pour le faire. Avant de dire que Tsipras n'a pas la lâcheté de le faire, soyez bien certain que vous aurez le courage de le faire. Car de toute façon, c'est très simple. Aucun programme de politique publique. Et c'est là où ceux qui voudraient que les partis souverainistes s'allient à l'UMP, en France par exemple, comme ça a été le cas de prise d'opposition récente, sont réellement des traîtres, des fauchetons. Parce que aucun programme de politique économique ne peut avoir lieu avec l'euro. Sauf la mort lente. C'est tout, point barre. Vous avez le choix. Ou alors vous restez dans la mort lente, c'est pas grave. Hein. Le pays va crever, vous en sortirez peut-être, mais au moins vous aurez les mains propres, vous serez un bon Européen mort. Tant mieux pour vous.
Si vous voulez, je pense Tsipras essaye de les inquiéter, d'avoir du temps pour avoir un peu d'argent, aussi, il faut le reconnaître. Peut-être en attendant le bon moment, car de toute façon, s'il prend pas le bon moment, il sera dans les poubelles de l'histoire, et tous les siens avec. Je pense qu'on peut... Je dis pas qu'il faut attendre pour le juger, je pense qu'il faut être par contre totalement au courant et totalement conscient des contraintes qui pèsent sur lui. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Autre question de patriote éclairé, Tisdrus, qui vous demande que penser de la nouvelle banque chinoise AIIB, finalement rejointe au dernier moment par les États-Unis. Est-ce que cette banque a pour but de créer un autre réseau bancaire pour s'émanciper du système SHIFT, ou seulement de faire concurrence à la Banque mondiale? Alors, déjà, c'est pas du tout une attaque contre le dollar. Le capital de cette fameuse banque est en large partie en dollars. C'est de la multipolarité, oui, si vous voulez, au sens où ça vise deux institutions. Le système de Bretton Woods, donc Banque mondiale FMI, oui, mais surtout la Banque asiatique d'investissement, qui est une banque, grosso modo, qui est américano-japonaise, disons, d'orientation. Du moins tant que l'axe Washington-Tokyo existera. Ce qui n'est peut-être pas dit. Donc si vous voulez, la Chine avant tout, ce qu'elle essaye, c'est vraiment... Vous voulez, la Chine, elle a une masse de créances douteuses issues entre autres de son marché immobilier. Elle doit les mutualiser. Et elle essaye de les mutualiser avec les pays d'Asie. Acheter mes crédits pourris. C'est une possibilité. La deuxième, c'est qu'elle renforce sa puissance régionale et donc envoie paître les institutions de l'Occident. Ce qui est tout à fait normal et légitime. Mais par contre, n'oubliez pas qu'il y a un intérêt interne. Et surtout, ça me permet de faire une petite digression sur un point. Ne pensez pas que la dédollarisation soit un objectif pour tout le monde. C'est pas vrai. Et surtout pas pour la Chine. Parce que la Chine, ça équivaudrait pour elle à avoir 2000 milliards de réserves invendables qui ne vaudraient pas leur poids en papier toilette. Donc, la réforme du système monétaire international mettra énormément de temps. Elle se fera soit de manière négociée, soit elle se fera rapidement après un choc. Ou à chaud dans une anticipation de choc majeur. Mais objectivement, cette banque n'y change pas grand-chose. Géopolitique et internationale maintenant. Le 2 avril, les États-Unis et l'Iran se sont entendus au sujet du nucléaire iranien. Et beaucoup parlent déjà d'un accord historique sur le sujet. Quelle est votre analyse à ce propos? Alors, déjà, il y a un homme, Zarif, ministre des Affaires étrangères iranien, qui est le grand architecte de ça. En réalité, si vous me permettez, on va revenir un petit peu en arrière pour bien comprendre ce qui est en train d'arriver. Au passage, je remercie encore une fois mes camarades de la revue Perspective Libre, car nous, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur le rapprochement irano-américain. Donc, maintenant, on va essayer de comprendre ce qui arrive. L'actuel président iranien n'est ni un pro-occidental comme l'a été Ratami à une époque, ni un homme, disons, proche, et ne faisant pas partie, mais proche des durs du régime, comme l'était Ahmadinejad. Ce n'est ni un anti-occidental, ni un pro-occidental. Zarif, lui, a été en poste aux États-Unis pendant longtemps, ses 2 enfants y sont nés. C'est un homme qui connaît très bien les Américains, et qui a su dialoguer avec Kerry, qui a su... Ensuite, analysons ce qui est... Essayons d'analyser, si vous le voulez bien, j'essaie de le faire rapidement. Ça demanderait, pour éviter de faire une digression trop grande, mais la crise iranienne, c'était quoi? L'Iran est un pays
perso-chiite. Jusque-là, nous sommes d'accord? Où il y a des minorités comme les Azéris, mais qui sont très, très loyaux, très nationaux même. Ce pays, par sa pensée étatique brillante, par le fait que c'est un grand pays technicien, a tous les atouts d'une puissance régionale. Mais pour ça, il doit avoir son territoire garanti. Et pour ça, il a besoin de la bombe. Pourquoi? Parce qu'il est une goutte d'eau perso-chiite, d'à peu près 81 millions d'habitants, peu de choses près, dans un océan arabe sunnite. Jusque-là, nous sommes d'accord? Et en réalité, l'une des plus grandes menaces stratégiques sur l'Iran, c'est par exemple le Pakistan, qui a utilisé les talibans pour faire une guerre. Ça, tout le monde s'en fout qu'il y ait eu des affrontements à la frontière afghano-iranienne, et qui a été téléguidé depuis Peshawar. Tout le monde s'en fout de ça. Et bien pourtant, et surtout n'oubliez pas que par le nord, le Pakistan peut très rapidement atteindre le territoire iranien. Et d'ailleurs, c'est ce que des diplomates iraniens nous ont dit pendant des années, nous avons refusé de les écouter. Quand le Pakistan tombera, parce que le Pakistan est un non-pays nucléarisé, qui était tenu à une époque par un homme qui n'était pas si mal, qui s'appelait Pervez Musharraf. Nous, au nom des droits de l'homme, on l'a viré. On le regrettera un jour, certainement. Mais le jour où le Pakistan tombera, vous viendrez nous sauver? Que vaut la parole de l'Occident aujourd'hui? Rien. Et surtout que les Iraniens contrôlent toute la frontière irano-afghane par les chefs de guerre. Une époque, au nord, c'était tenu par un homme, je ne sais pas s'il est toujours en vie, qui s'appelle Ismail Khan. Je crois que j'ai vérifié, il est toujours en vie. Il est toujours en vie. Si vous voulez, tous ces hommes-là ont de très bons rapports avec Téhéran et sont les indicateurs de Téhéran surtout. Donc, il faut bien comprendre une chose. L'Iran voulait sanctuariser son territoire. Je rappelle que l'arme atomique est une arme de non-emploi. Mais, voilà, les États-Unis ont fait une fixette sur ce dossier, il fallait éliminer Téhéran. Évidemment, rejoint par les laquais européens, merci Fabius, merci Juppé aussi, hein. Pas, je suis généreux de mon mépris. Mais en tout cas avec ces gens-là. Le grand problème, c'est que l'Iran est un pays qui ne peut pas être attaqué au sol. Un pays de 80 millions d'habitants, c'est pas l'Irak. 80 millions d'habitants. Avec des villes religieuses très bien gardées, comme Homs par exemple. Si je le prononce mal, les personophones me corrigeront. Avec également une part encore de territoire marécageux, donc très difficile pour des fantassins. Et vu la technologie dont les Iraniens disposent quand même, malgré l'embargo, une attaque uniquement aérienne se solderait quand même par beaucoup de chasseurs occidentaux abattus. Au prix du chasseur abattu, ça fait réfléchir. D'autre part, la grande peur de l'Occident est que l'Iran active les minorités chiites dans tout ce qu'on appelle l'arc chiite, qui va du nord du Pakistan jusqu'aux champs pétrolifères saoudiens dans la région des champs pétrolifères de Dhahran. Au passage, ce raisonnement, à une époque, dans les services français, vous aviez la rumeur de l'Hezbollah Connection. C'est-à-dire que le Hezbollah aurait des cellules partout. Ce sont des raisonnements un peu mécanistes. Si l'Iran avait voulu faire brûler une partie de l'Arabie Saoudite parce qu'il y a 20% de chiites là-bas, elle l'aurait fait. Je pense qu'elle ne le peut pas. Je pense que c'est trop mécaniste comme raisonnement. L'Iran est un pays qui n'a pas de guerre offensive depuis plus d'un siècle à son actif, qui a été attaqué par l'Irak interposé, et en réalité c'est une attaque occidentale contre l'Iran, qui aujourd'hui n'a plus... Il y a encore des durs du régime, mais n'a plus la volonté d'expansion, d'exportation de la révolution islamique. En réalité, c'est l'identité perse qui est en train de digérer la révolution islamique. Et Ahmadinejad, c'était ça. Ce que même ses partisans n'ont pas voulu voir. Ahmadinejad, c'était un homme qui utilisait le nationalisme pour digérer les religieux. La preuve, contrairement à Khatami, son prédécesseur pro-occidental, il s'opposait aux nominations des fonctionnaires civils
par l'ayatollah Khamenei et le Conseil de la Révolution. Moi, j'ai été sanctionné à l'université pour avoir dit ce que je viens d'entendre vous dire. Et pourtant, j'avais raison. Parce que moi, ça fait 2 ans que je travaille sur ce qui arrive là. Nous avons besoin de grandes puissances régionales qui puissent stabiliser cette région. Pour une fois, l'intelligence a frappé les États-Unis. J'étais temps. Bon, t'as un accord sur l'abandon des sanctions, la réduction du nombre de centrifugeuses, bon, très bien. Ensuite, je ne suis vraiment pas certain qu'il faut interdire le nucléaire militaire à l'Iran. Il n'est pas du tout axé contre Israël. Il faut aussi que Israël entende un discours d'allié viril, c'est vous n'êtes pas en danger, là pour le coup, pas par l'Iran en tout cas. Vous êtes en danger certainement par d'autres, mais pas par l'Iran. Tout simplement parce que déjà vous êtes une puissance nucléaire. Vous pouvez les atomiser si nécessaire. Ils ne le font pas. Mais eux aussi ont peur pour leur territoire, ils n'ont pas peur de vous, ils ont peur des puissances sunnites. Et aujourd'hui, entre chiites, c'est entre chiites et sunnites que ça se joue. En plus, historiquement, il n'y a pas eu de vague, sauf au tout début de la révolution islamique. Historiquement, le peuple perse a plutôt été un peuple ami du peuple juif. Il faut être historiquement parlant. D'ailleurs, les juifs, les communautés juives de Téhéran ont toujours été bien traitées. Elles ont quand même beaucoup émigré en Israël, mais elles restent quand même, elles sont représentées à la Chambre, voilà, mais elles ont quand même, il y a eu beaucoup d'aliyah, mais certainement parce que, bon, voilà, pour des raisons X ou Y, personnelles et autres, ça reste qui n'en regarde personne, mais si vous voulez, je ne pense pas que l'Iran soit la menace stratégique la plus grande pour Israël. Je ne pense pas. Et aujourd'hui, de toute façon... Peut-être qu'Israël voit aussi l'Iran comme une menace pour son influence dans la région. Il faut des puissances d'équilibre pour éviter... Il faut des puissances d'équilibre et stabilisatrices pour éviter que la destruction de structures étatiques dans l'ensemble du Moyen-Orient, qui serait à terme une grande menace pour Israël. S'imaginer les rues arabes guidées uniquement par leurs ressentiments sans structures étatiques. Malheureusement, beaucoup trop de chefs d'État arabes jouent de l'anti-israélisme comme palliatif à leurs différents manquements. Ensuite, ça ne rend que plus urgent la reprise et la clôture, enfin, du processus de paix. Parce que il faut faire descendre les tensions. Sinon, cette zone s'embrasera. Et je pense que les États-Unis, pour une fois, parce qu'ils y sont contraints, veulent abaisser les tensions. Aussi parce qu'ils sont en face de puissances régionales hostiles. La Turquie, qui joue un jeu très ambigu sur lequel nous reviendrons peut-être, et l'Arabie Saoudite, qui est attaquée au sud maintenant par les chiites Yémen. Elle accuse d'ailleurs l'Iran d'être... A raison certainement, mais si vous voulez, le grand problème c'est que il faut éviter que ça dégénère en un affrontement sunnite-chiite. C'est pour ça qu'il faut l'émergence d'une grande puissance iranienne. De toute façon, elle est déjà actée. Ça sert à rien de vouloir l'empêcher. Il faut juste la reconnaître. Et l'émergence d'une grande puissance sunnite, dont je vous parlais dans les entretiens précédents, qui ne peut pas être une puissance du Golfe. Je pense que... Bon, il y a des pays qui ont des moyens de devenir des puissances régionales. Je pense à l'Algérie, au prix de gros problèmes qui vont l'attendre. Mais elle est trop loin. C'est une puissance maghrébo-machriquienne. L'Égypte. La Syrie a un tiers de son territoire détruit. L'Égypte. Moi, je reste sur le scénario égyptien. Si les travaux du développement du maréchal El-Sisi peuvent se poursuivre. Parce qu'il est évident qu'il ne faut pas donner l'impression aux autres États arabes qu'on donne la région uniquement à Téhéran. C'est même pas un service à rendre aux Iraniens. La seule chose, c'est que, voilà, et je pense que, d'ailleurs, si vous voulez mon avis
par rapport à l'Iran est le même que celui du Shin Bet, service de sûreté intérieure israélien. Donc les anciens chefs du Shin Bet ont d'ailleurs écrit ce que je vous ai dit. Donc, si vous voulez, l'avis sur l'Iran n'est absolument pas univoque en Israël. C'est pas vrai. Beaucoup d'Israéliens comprennent très bien ce qui est en train d'arriver. D'ailleurs, dont je pense à Avigdor Lieberman. Même au sein des durs, à la droite de Likoud, il y a des gens qui comprennent. Je pense à ça. Autre question géopolitique de notre rédacteur Nicolas. Alors, si l'État islamique venait à être annihilé, quand sera-t-il... Faut déjà le faire, ouais. Faut déjà le faire. Ouais. Oui. Si l'État islamique venait à être annihilé, quand sera-t-il des Kurdes, nombreux et armés, qui réclament depuis des décennies, voire plus, d'avoir leur État? Et comment analyser le double jeu de la Turquie dans la guerre? Dans l'optique de destruction de l'État islamique, il est certain que les Kurdes seront, et à raison, auréolés de gloire. Quand on voit le courage des leurs, par exemple des combattantes du Kurdistan irakien, parce qu'ils sont en face de la Ligue de la Terre. Il faut voir ce l'Occident a déversé ces malades. L'État islamique reçoit tous nos déchets qui arrivent à intervalles réguliers, plus ceux des autres parties du monde. Bon, ils sont héroïques. Ensuite, qui est un Kurdistan irakien, c'est possible. Qui est un grand Kurdistan unifié, j'y crois pas. Je tiens à dire que, ouais, si vous voulez, c'est un sujet, je connais relativement peu la question kurde. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est quand même un peuple qui est sur 4 États, qui a au moins 3 religions majoritaires, plus... parce que bon, il y a les Kurdes alévis, il y a les Kurdes sunnites, il y a les Kurdes chiites. En plus, sunnites d'une école d'une école juridique minoritaire, et ils sont du chiisme duodécimain. Bon. Ils n'utilisent pas tous le même alphabet, ils n'utilisent pas tous la même langue. Ils ne sont pas insérés dans les sociétés des 4 États où ils sont majoritairement, c'est-à-dire Turquie, Syrie, Irak, Iran, de la même manière. Parfois, ils sont très assimilés. Parfois, ils demandent des droits culturels. Parfois, non. Vous voulez, et d'ailleurs, le mouvement national kurde est divisé en deux, hein, entre deux frères ennemis. Donc, si vous voulez, je ne suis pas certain qu'il y ait un Kurdistan irakien tout à fait possible. La seule chose, c'est avec la Turquie que ça posera un problème immédiat. Mais un grand Kurdistan unifié, j'y crois pas. J'y crois pas. Par contre, il serait normal qu'il y ait au moins un Kurdistan irakien reconnu et protégé. Parce que venons-en à Ankara. Parce qu'Ankara fait tout évidemment pour éviter ça. Mais quel est le jeu réel de la Turquie? La Turquie est une puissance turque, la palissade, mais ça va avoir son importance, turque, musulmane et en partie européenne, en partie africaine. Quel est le jeu de la Turquie? La Turquie, les islamistes turcs utilisent dans chacune de leurs sphères et de leurs cartes identitaires, alors vous pourrez me dire, non, la Turquie n'est pas en Europe. 3% de son territoire l'est. Et deuxièmement, vous avez bien fait rentrer la Grèce dans l'Union européenne. Or, la Grèce qui est rentrée, c'est pas la Grèce de Périclès. C'est un État néo-ottoman. C'est un État issu de l'Empire ottoman. Et très fortement influencé. Donc si vous voulez, le coup de la barrière culturelle, il faudrait déjà avoir une définition de l'européen qui tienne la route. Moi je refuse la Turquie, pour une raison qui est très simple, à titre stratégique et géopolitique. Grand souci. La Turquie utilise
quelque chose vis-à-vis de l'Europe, elle utilise les critères de Copenhague. Critères de préadhésion à l'Union européenne, économie de marché, possibilité d'entrer dans l'Union économique et monétaire et droits de l'homme. Enfin, démocratie, droits de l'homme. Les islamistes utilisent ça pour éviter toute tentation de coup d'État de l'armée laïque. C'est ça le kémalisme. La grande armée laïque qui écrase les barbus à intervalles réguliers et qui maintient le pouvoir du parti unique. C'est pour ça que le kémalisme, on dit à l'arrivée d'Erdogan, le kémalisme est mort. Non, le kémalisme est mort en 1945. Le kémalisme ne supporte que l'unipartisme. C'est simple, hein, c'est basé sur les régimes des années 30, hein, le kémalisme. Donc le grand souci, c'est que la Turquie joue cette carte européenne. Elle joue son retour en Afrique en même temps. Elle joue dans le Caucase cette carte turcophone en essayant d'amener à elle les populations turcophones du Caucase. Et manque de peau, ça a raté. C'était le grand pan-turquisme du début des années Erdogan, brillant par son ministre des Affaires étrangères, dont je vous prie de remettre la photo, parce que malheureusement, je ne veux pas écorcher son nom, il a un nom à prononcer qui est absolument... Ouais, c'est Davutoglu, mais vous me le pardonnerez. C'est fait de tête, donc vous me le pardonnerez. Et ça a échoué, pourquoi ? Parce qu'il s'est heurté à la Russie et à l'Angleterre, qui est typique du jeu turc, russe et anglais dans le Caucase. Donc, qu'est-ce qui reste à la Turquie ? L'européisme, elle ne veut pas y aller plus. Elle veut juste engranger un peu d'argent et maintenir le caractère islamique. Alors elle veut jouer son rôle de puissance islamique. C'est pour cela qu'elle s'est entre autres fâchée avec Israël, qu'elle essaye de reparler aux pays de la région. C'est aussi pour ça qu'elle a participé ostensiblement à la destruction de la Syrie. Par un jeu de double langage. Bon. Par contre, elle utilise Daesh. Et on sait très bien, parce on sait très bien par de multiples recoupements d'informations, et déjà par les selfies que certains combattants de Daesh prennent dans les hôpitaux et qui sont géolocalisés. Tristounet, hein. Comme quoi, il ne pourrait pas y vivre uniquement dans les temps du prophète. Dans le temps du prophète, on ne faisait pas de selfie. Mais ils utilisent Daesh pour faire en sorte qu'il n'y ait jamais de Kurdistan. Parce que pour eux, oui, ça relèverait de très grandes plaies. Et en même temps, la Turquie reste, même si elle l'est moins, beaucoup moins, reste un porte-avions américain. Elle essaie de jouer toutes les cartes. Mais le pouvoir d'Erdogan est devenu fragile. Les manifestations dont vous vous rappelez peut-être, il y a un an et demi, étaient liées à la fois à la jeunesse cultivée et surtout de classe moyenne, parce que il y a eu un enrichissement en Turquie des classes moyennes, mais il n'y a pas eu de changement dans la condition de vie des populations périurbaines d'Anatolie, qui sont généralement des gens plus rigoristes d'un point de vue religieux, qui sont l'électorat de base d'Erdogan. Erdogan a été déstabilisé par ça et par les multiples sectes qui entourent le pouvoir en Turquie. C'est la notion d'état profond, hein, elle est née en Turquie. Donc, si vous voulez, le pouvoir d'Erdogan est fragile, surtout que sa tentative d'aller dans le Caucase, lui, il s'est cassé les dents. Il se cassera peut-être les dents au Moyen-Orient, également. En tout cas, la Turquie est un facteur de déstabilisation dans cette zone. Là, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Avant de terminer, on va inaugurer deux nouvelles catégories. La catégorie culture, qui sera l'occasion pour vous de conseiller des livres et des auteurs qui font ou non l'actualité. Alors donc pour ce mois de mars, avez-vous des conseils à donner à nos lecteurs, à nos auditeurs? Alors, j'en ai deux. Ça va faire le lien avec ce qu'on a dit sur l'Iran. Alors,
Bon, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert, parce que je l'ai lu, relu, annoté, griffonné, le pauvre, et Géoculture, plaidoyer pour des civilisations durables, d'Olivier Hahn et Thomas Flichy de La Neuville. Thomas Flichy de La Neuville est un des grands spécialistes que nous avons sur l'Iran. Et alors, avec Olivier Hahn, qui est historien, il faut une série d'ouvrages à deux. C'est sorti aux éditions Lavozelle. Très bonne maison d'édition militaire. Enfin, en tout cas, où il y a beaucoup de collections militaires. Et si vous voulez, je rêvais de voir un bouquin comme ça écrit un jour. Si vous voulez, c'est une réflexion sur l'identité dans la lignée de Régis Debray, d'Hervé Juvin, donc dans la lignée des plus grands, et qui est absolument brillante sur comment comment penser un système de survie collective au XXIe siècle. Quelque chose vraiment très fort. Je suis pas d'accord sur tout, mais vraiment très fort. Et ce sont deux auteurs à suivre. Ils ont fait un ouvrage par contre sur l'endettement, auquel je suis là pour le coup moins d'accord. Je pense qu'ils surestiment l'endettement comme facteur de déstabilisation, ce qu'il est. Je pense qu'ils le surestiment. Mais non, c'est vraiment ces deux auteurs à suivre. Et en un second, alors autant celui-là, vous allez le lire rapidement, mais beaucoup le réfléchir, y repenser. Autant celui-là, vous allez mettre un petit moment à le lire. Alors au passage, cet ouvrage est de Thierry Baudet, Indispensable frontière, paru aux éditions du Toucan. Pourquoi le supranationalisme et le multiculturalisme détruisent la démocratie. Préface de Pascal Bruckner. Cet ouvrage a été traduit par un certain Julien Funaro, que ceux qui lisent Perspective Libre, la revue, connaissent bien, vu qu'il en est l'un des piliers de la rédaction. C'est donc un partenariat entre nous et les éditions du Toucan. Et en réalité, pour vous en parler un tout petit peu, Thierry Baudet est un professeur de droit néerlandais qui s'est sorti de sa thèse. Et en réalité, il a un point de vue très hollandais sur cette question-là. C'est-à-dire que nous sommes des holistes. Nous pensons la collectivité, nous pensons la communauté. Lui, il dit non, le multiculturalisme et l'Europe, c'est avant tout, ça détruit des droits individuels. Et en réalité, ce qui garantit le mieux les droits individuels, c'est la souveraineté. Et c'est ce qu'il a voulu démontrer. Cet ouvrage a fait sensation dans les pays occidentaux, et a fait sensation particulièrement en Angleterre, dans son pays d'origine, la Hollande, et dans les pays anglo-saxons particulièrement, mais ça a eu quand même un assez grand retentissement, et donc nous avons pris sur nous de le traduire et de le présenter à des maisons d'édition, et les très courageuses éditions du Toucan sont des gens très courageux, Damien Seriex, qui est quelqu'un de très bien, ont pris sur eux de le publier. Si vous voulez avoir un véritable contre-argumentaire juridique contre l'Union, vous allez passer un certain temps à le lire, mais c'est très intéressant. On peut reprocher des détails de forme quand il passe sur certains auteurs français, particulièrement des auteurs des années 20. Mais bon, faire un ouvrage parfait de... Combien tu fais, mon petit bébé? Combien tu fais? Faire un ouvrage parfait de 582 pages, quelque chose de complexe. Non, c'est vraiment quelque chose de très bien, un très bon ouvrage, et d'un jeune auteur passionnant qui d'ailleurs continue une carrière d'essayiste aux Pays-Bas, et nous espérons peut-être en traduire d'autres de lui. Moi j'ai été intrigué par la couverture de l'autre. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'elle signifie? C'est une toile. C'est une toile. C'est une toile que moi j'avais déjà vue, mais je pense qu'elle a été choisie
pour le fait que la mort, le sablier est une fleur. Donc si vous voulez, pour moi la fleur c'est le renouveau, la mort, bon. Et le sablier mesure l'écoulement du temps. Mais le temps, mais un sablier ça se retourne. Alors si vous voulez, je pense que le sablier symbolise plutôt la pérennité dans ce cadre-là que le temps. Parce que la pérennité ou la tradition, c'est ce qui est au-dessus du temps. C'est ce qui... Régis Debray le dit magnifiquement. C'est l'archaïsme. L'archaïsme, c'est ce qui reste quand le vent a cessé de souffler. C'est ce qui est par-delà le temps. Et d'un côté, c'est l'optique de la grande politique. Si vous voulez, c'est pas de penser à la prochaine élection, c'est de penser à la prochaine génération. Je voulais signaler aussi une initiative que je trouve dans cette rubrique culture particulièrement importante, qui est celle d'un de mes amis, on s'est côtoyé à quelques reprises, une de mes connaissances, et pour qui j'ai énormément de sympathie. Il s'appelle Pierre Lévy. Il avait fait un journal qui était certainement l'un des seuls vrais instruments papier de lutte qu'on avait contre l'Union européenne, s'appelle Bastille République Nation. Aujourd'hui, il veut faire un journal de lutte contre l'Union européenne, il veut le recréer, le réformer, qui s'appellerait Rupture. Et il a lancé, par une procédure de crowdfunding, de l'aide. C'est pas mon habitude de faire ça, ça me rend un petit peu mal à l'aise. Mais je pense que des structures comme la sienne, des structures comme la vôtre aussi, Christopher, doivent être soutenues par leurs lecteurs. Je précise que moi je n'ai de part nulle part. Je n'ai même pas de part dans Perspective Livre, vu que je ne touche rien. Nous n'allons pas avoir le choix, vu que l'espace des libertés publiques et de la liberté de savoir va se restreindre. Donc nous devons participer avec nos faibles moyens à aider ceux qui veulent maintenir une information, une analyse de qualité. Et c'est le cas de Pierre Lévy sur un sujet qui, je sais, est tellement ennuyeux par rapport à la grande géopolitique mondiale qu'est l'Union européenne. C'est ennuyeux, l'Union européenne. C'est lourd, c'est chiant. Puis c'est vrai que, comme foudre de guerre, Juncker, c'est d'une petitesse. Mais pour que la France puisse se redonner au monde, parce qu'on ne donne jamais aussi bien, ce qu'on donne de mieux au monde, c'est soi, disait Claudel. Pour que nous puissions redevenir ce que Hervé Juvin dit magnifiquement, riche en monde. Ce monstre doit mourir, quel qu'en soit le prix. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des vigies proches de l'Union européenne et qui font très bien leur travail, ce qui est le cas de Pierre Lévy. Voilà. Eh bien, c'est le but de la catégorie initiative donc, que nous inaugurons, et nous ne manquerons pas de saluer les autres initiatives dignes d'intérêt. Merci Pierre-Yves Rougeron pour vos réponses. Merci à vous. Alors nous saluons nos auditeurs en leur donnant rendez-vous le mois prochain, et pour ce qui est des patriotes éclairés, comme lors du précédent entretien, rendez-vous pour la question bonus.